Parce que les BRICS ont été créés pour nous nuire. Les BRICS ont été créés pour affaiblir notre dollar et retirer le dollar comme référence, le retirer de son statut de standard. Le dollar. Avez-vous déjà entendu l'expression « le dollar est roi » ? Le dollar est roi. On va faire en sorte que ça reste comme ça, d'accord? Ici, au Geopolitical Economy Report, nous parlons beaucoup des BRICS, l'organisation dirigée par le Sud global qui a été fondée par le Brésil, la Russie, l'Inde, la Chine et l'Afrique du Sud, et qui s'est depuis élargie pour inclure aujourd'hui 10 pays membres et 10 pays partenaires. Je pense que les BRICS sont l'une des organisations les plus importantes au monde aujourd'hui, car ils contribuent à construire un ordre mondial plus multipolaire. Cependant, si vous lisez la couverture médiatique occidentale des BRICS, elle est très condescendante et affirme que l'organisation n'a aucune importance. Bloomberg a publié un article affirmant que les BRICS ne sont guère plus qu'un acronyme dénué de sens. Mais il me semble qu'une grande partie de ces critiques relève en réalité du déni, car de plus en plus de rapports montrent que le gouvernement américain a très peur de la croissance des BRICS. Et Donald Trump en particulier est terrifié à l'idée que les BRICS puissent remettre en cause la domination mondiale du dollar américain. J'ai d'ailleurs publié un autre rapport sur le sommet des BRICS qui s'est tenu au Brésil en juillet et sur la façon dont Trump y a réagi avec colère en menaçant d'imposer des droits de douane de 10% à tous les pays des BRICS. Mais juste après la publication de cette précédente vidéo, Politico a publié un article citant des sources proches de Trump, très proches du président américain, qui révèle que Trump est absolument furieux de l'expansion des BRICS et de leur remise en cause du dollar américain. Un ancien haut responsable américain, qui a été l'envoyé spécial de Trump pour l'Amérique latine lors de son premier mandat à la présidence des États-Unis, Mauricio Claver-Caron, a déclaré à Politico que Trump était déjà très en colère contre le président brésilien de gauche, Lula da Silva, mais il a ajouté, je cite, « Les BRICS ont fait pencher la balance ». Fin de citation. Le succès du sommet à Rio de Janeiro a rendu Trump furieux. Et Steve Bannon, qui avait auparavant été le directeur de campagne de Trump en 2016 puis son principal stratège lors de son premier mandat, a déclaré, je cite, « On peut voir que le président est furieux chaque fois qu'il regarde les efforts de dédollarisation des BRICS. » Fin de citation. En d'autres termes, c'est un exemple clair montrant que les BRICS ne sont pas simplement un acronyme vide de sens, comme l'a affirmé Bloomberg. Le président américain perd constamment le sommeil à cause de l'expansion des BRICS et du fait qu'ils remettent en cause la domination mondiale du dollar américain. En fait, Trump s'est lancé dans une diatribe télévisée furieuse lors d'une réunion avec son cabinet à la Maison-Blanche, et ce que Trump a dit était tellement contradictoire parce qu'il a affirmé que les BRICS ne représentaient pas une menace sérieuse, mais une seconde plus tard, il dit que les BRICS essaient de détruire le dollar et il a menacé d'imposer de plus en plus de tarifs douaniers aux BRICS. Écoutez cette diatribe très étrange et en colère que Trump a prononcée ici. C'est exact. Il doit payer 10% s'ils font partie des BRICS parce que les BRICS ont été créés pour nous nuire. Les BRICS ont été créés pour dégrader notre dollar et retirer le dollar comme référence, le retirer comme standard. Et c'est bon s'ils veulent jouer à ce jeu-là, mais moi aussi, je peux jouer à ce jeu. Donc, toute personne qui fait partie des BRICS aura une taxe de 10%. Est-ce que c'est immédiat, monsieur? Ou est-ce que, oui, assez rapidement, s'ils adoptent un certain comportement, eh bien, s'ils sont membres des BRICS, ils devront payer une taxe de 10%, rien que pour ça, et ils ne resteront pas membres longtemps. Je croyais que les BRICS étaient, vous savez, j'ai dit ça il y a environ un an, et ça s'est en grande partie dissous. Mais, vous savez, il y en a quelques-uns qui traînent encore, mais je pensais que ça s'était en grande partie dissous. Les BRICS ne sont pas, à mon avis, une menace sérieuse. Mais ce qu'ils essaient de faire, c'est de détruire le dollar pour qu'un autre pays puisse prendre le relais et devenir la référence. Et nous n'allons pas perdre ce statut de référence à aucun moment. Si vous avez un président intelligent, vous ne perdrez jamais ce statut. Si vous avez un président stupide, comme le dernier, vous perdriez ce statut. Vous n'auriez pas le dollar comme... Et si nous perdions le dollar comme monnaie de référence mondiale, ce serait comme perdre une grande guerre mondiale. Nous ne serions plus le même pays. Nous n'allons pas laisser cela arriver. Le dollar
Avez-vous déjà entendu l'expression « le dollar est roi » ? Le dollar est roi. Nous allons faire en sorte que ça reste ainsi, d'accord? Ce récit que l'on entend de la part de Trump, d'autres responsables du gouvernement américain et des médias occidentaux est tellement drôle. C'est tellement contradictoire. C'est comme le chat de Schrödinger. Ils disent à la fois que les BRICS ne représentent pas une menace, mais aussi que les BRICS constituent une énorme menace pour la domination mondiale du dollar américain. Comme Trump l'a dit dans cette diatribe, si les États-Unis perdaient le privilège exorbitant d'imprimer la monnaie de réserve mondiale, ce serait comme perdre une grande guerre. Et Trump a juré que le gouvernement américain ferait tout ce qu'il faut pour empêcher la dédollarisation, et pourtant il affirme aussi en même temps que les BRICS ne sont pas une menace. Donc, ce récit est complètement absurde. Cet article de Politico a cité un autre responsable du gouvernement américain, le sénateur républicain Eric Schmidt, qui est un proche allié de Trump, et lui aussi a joué sur la peur concernant les BRICS. Il a déclaré, je cite, « Les BRICS sont un problème et je suis heureux que Trump s'en occupe de front. C'est un effort d'autres pays pour saper les États-Unis d'Amérique et franchement nos alliés. Les pays vont devoir commencer à choisir. » Fin de citation. Et il dit essentiellement que les pays doivent s'allier soit avec les États-Unis, soit avec la Chine. Ils ne peuvent pas avoir une politique étrangère indépendante. Et cela montre en fait pourquoi les BRICS sont si importants. Car le président brésilien Lula da Silva, qui a accueilli le sommet des BRICS en juillet, ainsi que le premier ministre malaisien Anwar Ibrahim, ont tous deux déclaré très clairement que les BRICS s'inscrivent dans la lignée du mouvement des non-alignés. Celui-ci a été créé dans les années 1960 par des gouvernements anticoloniaux du Sud global qui ont refusé de rejoindre les États-Unis lors de la première guerre froide contre l'Union soviétique et les pays socialistes. Et aujourd'hui, Washington mène une nouvelle guerre froide, la guerre froide 2, cette fois contre la Chine. Et tout l'objectif des BRICS, c'est que ces pays affirment vouloir mener leur propre politique étrangère indépendante, qu'ils souhaitent créer un ordre mondial multipolaire plus démocratique, un ordre qui ne soit pas totalement dominé par les États-Unis et leurs alliés occidentaux, et qu'ils ne prendront pas parti dans la nouvelle guerre froide menée par Washington. Oui, certains d'entre eux entretiendront des relations avec les États-Unis, mais ils auront aussi d'excellentes relations avec la Chine, la Russie, l'Iran et d'autres pays. Les États-Unis ne sont pas le dictateur du monde. Ou, comme l'a dit le président brésilien Lula en réponse aux menaces de Trump d'imposer des droits de douane sur les BRICS, Lula a déclaré « Le monde n'a pas besoin d'un empereur. Les États-Unis ne sont pas l'empereur du monde. » Mais cet article de Politico a révélé, en citant des responsables du gouvernement américain, que la stratégie de Trump consiste à essayer de diviser les BRICS et à encourager les nouveaux membres à quitter l'organisation en les menaçant de leur imposer des droits de douane de 10%. Un ancien haut responsable américain a déclaré que Trump, je cite, a menacé tous les membres des BRICS d'un tarif de 10% pour essayer de détacher de nouveaux membres comme l'Égypte, l'Éthiopie et l'Indonésie. Fin de citation. Ceci fait donc simplement partie de la vieille stratégie du diviser pour mieux régner. Tout comme lorsque Trump affirmait qu'il allait diviser la Russie et la Chine afin d'isoler Pékin. La seule chose que vous ne voulez jamais voir arriver, c'est que la Russie et la Chine s'unissent. Nous les avons unis. C'est une honte. La stupidité de ce qu'ils ont fait, eh bien, je vais devoir les désunir et je pense que je peux le faire aussi. Je dois les désunir. Mais cette stratégie ne fonctionne manifestement pas. La Russie et la Chine sont aujourd'hui plus proches que jamais malgré les efforts du gouvernement américain pour les diviser. Et Donald Trump pense qu'il est si facile d'accomplir tous ses objectifs. Il a affirmé qu'il mettrait fin à la guerre en Ukraine dès son premier jour après son retour en tant que président des États-Unis, et évidemment, cela a échoué. Et je pense que Trump va également échouer à diviser les BRICS. Les États-Unis essaient déjà depuis des années, non seulement sous Trump, mais aussi sous le démocrate Joe Biden, de séparer le Vietnam de la Chine en disant au Vietnam qu'il doit se découpler économiquement de la Chine. Mais au contraire, c'est exactement l'inverse qui se produit. Le Vietnam a rejoint les BRICS et se rapproche de la Chine. Alors maintenant, Trump cible le Brésil et il essaie d'en faire un exemple en le punissant parce que le Brésil s'est rapproché de plus en plus de la Chine.
Dans ce rapport de Politico, il est fait mention d'un ancien responsable du gouvernement américain qui était l'assistant spécial du chef du US Southern Command, la branche de l'armée américaine qui supervise les opérations en Amérique latine. Et il a déclaré que l'alignement croissant du Brésil avec la Chine, et en particulier la dédollarisation des échanges entre le Brésil et la Chine, qui commercent désormais l'un avec l'autre dans leur propre monnaie locale, le yuan ou renminbi chinois et le réal brésilien. Et cela a, je cite, déclenché des signaux d'alarme au sein du cercle de Trump, en particulier parmi les conseillers qui considèrent la suprématie mondiale du dollar comme un pilier de la puissance américaine. Fin de citation. Cela explique en partie pourquoi Trump a menacé d'imposer un tarif de 50% sur le Brésil. 50%, c'est énorme. Et cela s'explique en partie par le fait que le Brésil a accueilli le sommet des BRICS et que le président brésilien de gauche, Lula da Silva, a été un grand soutien des BRICS. En fait, Lula a été l'un des cofondateurs des BRICS à l'époque où il s'agissait du BRIC, BRIC, en 2009, puis l'Afrique du Sud a rejoint le groupe en 2010. Lula a toujours été un fervent défenseur d'un ordre mondial multipolaire et a remis en question la domination mondiale des États-Unis. Et en particulier, Lula a fortement plaidé pour la dédollarisation, remettant en cause le dollar américain. Et Lula a même appelé les BRICS à créer une nouvelle monnaie de réserve mondiale. Mais ce que fait aussi Trump, c'est utiliser les tarifs douaniers comme une arme de guerre économique pour s'immiscer dans les affaires politiques internes du Brésil, car Trump est étroitement allié à l'ancien président brésilien d'extrême droite, Jair Bolsonaro, et il utilise ces tarifs pour tenter de nuire à l'économie brésilienne, d'interférer dans la prochaine élection au Brésil, d'aider la droite et de nuire à Lula et à la gauche. Et pour justifier cette ingérence flagrante des États-Unis dans les affaires internes du Brésil, Trump prétend de façon absurde qu'il y a une chasse aux sorcières politiques contre Bolsonaro, ce qui est exactement le contraire de la réalité. Bolsonaro fait face à des conséquences juridiques parce qu'en 2023, il a tenté de mener un coup d'État après avoir perdu l'élection présidentielle face à Lula. Ainsi, Bolsonaro a rencontré des officiers militaires et a essayé d'obtenir l'aide de l'armée pour renverser Lula, qui avait remporté l'élection, et pour rester au pouvoir en tant que dictateur. Dans tous les pays du monde, il est illégal d'organiser un coup d'État. Et si votre coup d'État échoue, vous allez faire face à des conséquences très graves. C'est ce qui se passe actuellement au Brésil. Il y a un processus judiciaire en cours contre Bolsonaro pour cette tentative de coup d'État raté, qu'il a d'ailleurs pratiquement reconnu. Et l'oligarque le plus riche du monde, Elon Musk, s'est également impliqué dans cette affaire. Musk est un proche allié de Bolsonaro et il déteste Lula ainsi que la gauche brésilienne. Et Musk a utilisé la plateforme de médias sociaux Twitter, qu'il a acheté, c'est sa propriété personnelle, et Musk a utilisé Twitter pour s'ingérer dans les affaires intérieures du Brésil en diffusant de la désinformation et de la propagande afin de tenter de déstabiliser Lula et de soutenir Bolsonaro ainsi que l'extrême droite. Et à la fois Trump et Musk prétendent que, soi-disant, Lula et le gouvernement brésilien violant la liberté d'expression. Mais il ne s'agit pas de liberté d'expression. Il s'agit pour le gouvernement brésilien de défendre sa souveraineté contre l'ingérence des États-Unis et d'essayer d'empêcher les États-Unis de soutenir des dictateurs d'extrême droite qui organisent des deux coups d'État militaires en Amérique latine. Bien sûr, il existe une très longue histoire, remontant à des décennies, où le gouvernement américain a soutenu des coups d'État d'extrême droite contre des dirigeants de gauche démocratiquement élus en Amérique latine, notamment au Guatemala en 1954 contre le président de gauche élu Jacobo Arbenz, et au Chili en 1973 contre le président socialiste démocratiquement élu Salvador Allende. Et la CIA a mis au pouvoir le dictateur militaire d'extrême droite Augusto Pinochet. Et il y a eu tant d'autres coups d'État soutenus par les États-Unis en Amérique latine pendant la Première Guerre froide, mais même après la chute de l'Union soviétique en 1991, ces coups d'État appuyés par les États-Unis ont continué. La même année, en 1991, les États-Unis ont soutenu un coup d'État contre le président haïtien de gauche démocratiquement élu, Jean-Bertrand Aristide,
mais il était tellement populaire qu'il a remporté une autre élection présidentielle. Ainsi, une décennie plus tard, en 2004, les États-Unis ont soutenu un autre coup d'État contre Jean-Bertrand Aristide en Haïti, et dans ce cas, l'armée américaine a occupé Haïti. Et puis, quelques années plus tard, en 2009, les États-Unis ont soutenu un coup d'État militaire contre le président hondurien de gauche, démocratiquement élu, Manuel Zelaya. Et plus récemment, il y a eu le coup d'État soutenu par les États-Unis en Bolivie en 2019 contre le président socialiste démocratiquement élu de Bolivie, Evo Morales. Et n'oubliez jamais qu'après ce coup d'État soutenu par les États-Unis, quelqu'un sur Twitter a critiqué Elon Musk parce qu'il avait soutenu le renversement d'Evo Morales en Bolivie. Et cette personne sur Twitter a accusé Musk de soutenir le coup d'État afin d'obtenir l'accès au lithium de la Bolivie, car ce pays possède certaines des plus grandes réserves mondiales de lithium, nécessaires pour les batteries, notamment celles des véhicules électriques produits par l'entreprise d'Elon Musk, Tesla. Et vous savez quelle a été la réponse de Musk? Citation, « Nous ferons un coup d'État contre qui nous voulons. Faites avec. » Fin de citation. Voilà comment les oligarques milliardaires aux États-Unis, qui dirigent en réalité le gouvernement américain et qui achètent les politiciens à coups de soi-disant contributions de campagne, voilà comment ils parlent de l'Amérique latine. Ils la considèrent comme leur prétendue arrière-cour coloniale et se vantent de pouvoir organiser un coup d'État quand bon leur semble pour contrôler les ressources naturelles et la géopolitique de la région. Le gouvernement américain a également été impliqué dans de nombreux coups d'État au Brésil, remontant jusqu'au célèbre coup d'État militaire de 1964 qui a été soutenu par le gouvernement des États-Unis. Et plus récemment, le gouvernement américain a soutenu 2 coups d'État doux, des coups politiques contre le Parti des travailleurs de gauche, notamment contre Lula et son allié Dilma Rousseff, qui était auparavant présidente du Brésil, jusqu'à ce qu'elle soit renversée lors d'un coup d'État judiciaire soutenu par les États-Unis en 2016. Et aujourd'hui, Dilma est présidente de la Banque des BRICS, la nouvelle banque de développement. Donc, toutes ces questions sont étroitement liées. Et puis, les États-Unis ont soutenu un autre coup d'État politique au Brésil en 2018, alors que l'élection présidentielle approchait et que Lula était en tête dans tous les sondages face à Bolsonaro. Mais Lula a ensuite été emprisonné sur la base de fausses accusations de corruption par des juges de droite soutenus par les États-Unis au Brésil, qui étaient alliés à Bolsonaro, et ce sont eux qui ont mis Bolsonaro au pouvoir dans une opération soutenue par le gouvernement américain. Et puis, après que Lula a été libéré de prison, et que la Cour suprême du Brésil a statué que les accusations portées contre lui avaient été falsifiées et qu'il a été complètement blanchi de toutes les fausses accusations de corruption, un comité des droits de l'homme des Nations Unies composé de grands experts en droit international a enquêté et a conclu que les procédures judiciaires, les fausses accusations portées contre Lula au Brésil, constituaient une violation de ses droits civils et du droit à une procédure régulière, et étaient motivées politiquement. Ce sont les plus grands experts internationaux des Nations Unies. C'était une fraude totale. C'était un coup d'État politique, un coup d'État judiciaire. C'était un exemple parfait de lawfare, de guerre juridique visant à emprisonner Lula et à mettre Bolsonaro au pouvoir. Et le département de la justice des États-Unis, ainsi que d'autres agences gouvernementales américaines, ont été profondément impliqués dans tout le processus. Ils ont aidé à former et à financer certains des soi-disant juges brésiliens impliqués dans la soi-disant opération anticorruption appelée Opération Lava Jato, qui n'était en réalité qu'une fraude flagrante. C'était un coup d'État politique. C'est pourquoi Lula lui-même a déclaré que la main des États-Unis était derrière tout ce qui se passait au Brésil. C'était une forme flagrante d'impérialisme et d'ingérence dans les affaires souveraines internes du Brésil. Et c'est pour cela que Lula s'oppose fermement aux menaces de Donald Trump d'imposer des tarifs douaniers au Brésil. Et Lula a déclaré, je cite, « Le Brésil est une nation souveraine dotée d'institutions indépendantes et n'acceptera aucune forme de tutelle. Les procédures judiciaires contre les responsables de la planification du coup d'État relèvent exclusivement de la compétence du pouvoir judiciaire brésilien et, à ce titre, ne sont soumises à aucune ingérence ni menace susceptible de compromettre l'indépendance des institutions nationales. » Fin de citation. De plus, en réponse aux menaces de tarifs de Trump,
Lula a déclaré « Très bien, si vous imposez des droits de douane de 50% au Brésil, nous allons imposer des droits de douane de 50% sur les produits américains. » Nous pouvons effectivement répondre et nous défendre. Et Lula est même allé plus loin en disant « Nous pouvons survivre sans commercer avec les États-Unis, nous n'avons pas besoin des États-Unis. » Le président brésilien a déclaré, je cite, « Nous allons devoir chercher d'autres partenaires pour acheter nos produits. » Le commerce du Brésil avec les États-Unis représente 7% de son PIB. Ce n'est pas comme si nous ne pouvions pas survivre sans les États-Unis. Fin de citation. Lula a ensuite poursuivi en disant « Évidemment, le succès du sommet des BRICS au Brésil a contrarié Trump. » Il a déclaré, je cite, « Cela a probablement inquiété Trump. » Fin de citation. Et puis Lula a insisté en disant « Très bien, si vous allez nous menacer, nous allons accélérer notre dédollarisation. » Je ne suis pas obligé d'acheter des dollars pour commercer avec le Venezuela, la Bolivie, le Chili, la Suède, l'Union européenne ou la Chine. Nous pouvons commercer dans nos propres monnaies. Fin de citation. Voilà à quoi ressemble le monde multipolaire. C'est exactement ce que représentent les BRICS. Le Brésil tient tête à l'empire américain, le tyran mondial. Trump agit comme s'il était l'empereur de la planète Terre, et le Brésil répond « Non, nous avons des options ». Il y a être 30 ans, le Brésil n'avait pas d'option, mais aujourd'hui, le Brésil et d'autres pays en ont. Ils peuvent commercer avec la Chine, qui est le premier partenaire commercial du Brésil. Et c'est précisément ce qui terrifie l'empire américain. C'est pour cela que Trump est si en colère, parce que la croissance et l'expansion des BRICS sont un signe clair que l'empire américain est en déclin et que la majorité mondiale s'unit pour créer des alternatives. Les BRICS se sont progressivement désengagés du dollar, et en particulier, les banques centrales des pays des BRICS, surtout la Chine, ont réduit leurs avoirs en dette publique américaine en titre du Trésor américain. La part du dollar américain dans les réserves de change mondiales n'a cessé de diminuer au cours des 2 dernières décennies. En 2001, elle dépassait 72%, et en 2025, elle est désormais inférieure à 58%. Et même ce chiffre est très conservateur. En réalité, il est encore plus bas car il n'inclut pas les réserves d'or détenues par les banques centrales. Il ne prend en compte que leurs avoirs en actifs libellés en devises étrangères. Mais si l'on regarde des réserves d'or, les banques centrales ont massivement augmenté leurs achats d'or au cours des 15 dernières années. Et cela s'est particulièrement accéléré après 2022, lorsque les États-Unis et l'Union européenne ont gelé plus de 300 milliards de dollars d'actifs appartenant à la Banque centrale de Russie et qu'ils ont utilisé ces fonds pour soutenir l'Ukraine. Et cela a servi de signal d'alarme pour les pays du monde entier, leur montrant qu'ils doivent se dédollariser, sinon ils pourraient être les prochaines victimes de la piraterie occidentale. Et si l'on regarde les pays dont les banques centrales achètent le plus d'or, il s'agit en grande partie des pays des BRICS. Numéro 1, c'est la Chine. Numéro 2, la Russie. Numéro 3, la Turquie, qui a été invitée à rejoindre les BRICS, mais n'a pas encore donné de réponse officielle. Numéro 4, l'Inde, qui fait partie des BRICS, et beaucoup des autres grands acheteurs d'or sont proches des BRICS, même s'ils n'en font pas partie. Et cela ne concerne que les achats officiels d'or par les banques centrales. Il est également largement admis que certains de ces pays accumulent officieusement leurs réserves d'or par d'autres canaux. C'est pourquoi Donald Trump et le gouvernement américain craignent tant la dédollarisation au sein des BRICS, car ils reconnaissent que le privilège exorbitant du dollar américain est remis en cause, et il s'agit là de l'un des outils les plus puissants dont dispose l'Empire américain. Oui, l'Empire américain dispose d'une armée très puissante, mais nous avons vu que les États-Unis ont perdu pratiquement toutes les guerres qu'ils ont menées depuis la Seconde Guerre mondiale, y compris la guerre qu'ils ont menée en Afghanistan pendant 20 ans et qu'ils ont perdue face aux talibans. De plus, il est désormais largement reconnu, même par des sources extrêmement anti-russes, que les États-Unis et l'OTAN ont perdu la guerre en Ukraine. Ainsi, l'armée américaine a inondé l'Ukraine de centaines de milliards de dollars d'armes, de munitions et de technologies avancées, sans pour autant réussir à vaincre la Russie.
Et pourtant, maintenant, les États-Unis se préparent à une guerre contre la Chine, mais à chaque fois que le Pentagone organise un jeu de guerre, il perd. Et une commission du Congrès américain a conclu que les États-Unis perdraient une guerre contre la Chine. Il est donc évident que la puissance de l'armée américaine est surestimée. Ce n'est pas parce que les États-Unis dépensent plus d'1 trillion de dollars par an pour leur armée que cet argent est bien investi. Ils ne parviennent même pas à vaincre les talibans en Afghanistan, alors encore moins la Russie et la Chine qui possèdent certaines des plus grandes armées du monde. Ainsi, l'arme la plus puissante de l'Empire américain, ce n'est pas sa force militaire colossale. L'arme la plus puissante dont dispose l'Empire américain, c'est le dollar. Et le gouvernement américain a militarisé le dollar non seulement sous Trump et les républicains, mais aussi sous les démocrates, sous Barack Obama, sous Joe Biden. Le gouvernement américain a considérablement accru son recours aux sanctions au cours des 2 dernières décennies, essayant d'empêcher d'autres pays d'accéder au système financier international dominé par les États-Unis. Et aujourd'hui, 1/3 de tous les pays de la planète sont confrontés aux sanctions américaines. Ces sanctions touchent notamment 60% des pays à faible revenu, des pays pauvres. Et il est désormais largement reconnu par les universitaires occidentaux traditionnels que ces sanctions se retournent contre les États-Unis et incitent de plus en plus de pays à chercher des alternatives, à créer de nouvelles institutions financières. Et la principale organisation qui œuvre dans ce sens s'appelle les BRICS. Elle milite pour la dédollarisation et crée de nouvelles plateformes afin d'aider les pays du Sud global, la majorité mondiale, à dédollariser leur commerce, leurs investissements, leurs flux de capitaux transfrontaliers, ainsi que les prêts pour les projets d'infrastructure et de développement. Et ce que l'Empire américain craint aujourd'hui, c'est qu'en abusant de sa position, ils finissent par perdre le privilège exorbitant d'être l'émetteur de la monnaie de réserve mondiale. Même certains analystes occidentaux traditionnels mettent en garde contre, je cite, la fin du privilège exorbitant de l'Amérique. Cet article a été écrit par Desmond Lackman, qui est chercheur principal au sein du think tank conservateur American Enterprise Institute AUI, basé à Washington DC, qui soutient Donald Trump. Ce n'est pas un groupe de gauche. Et cet auteur était auparavant directeur adjoint du Fonds monétaire international, le FMI, dominé par les États-Unis, qui est également basé à Washington d'ailleurs. Dans cet article mettant en garde contre la fin du privilège exorbitant du dollar américain, il a écrit, je cite, « Depuis son retour à la Maison-Blanche en janvier, le président américain Donald Trump s'emploie systématiquement à détruire la confiance dans le dollar, tant sur les marchés financiers mondiaux qu'au sein des gouvernements et des banques centrales. » Fin de citation. Il a poursuivi en notant, je cite, « Cela explique pourquoi le dollar s'est déprécié de plus de 10% depuis le début de 2025, enregistrant ainsi sa pire performance sur le premier semestre d'une année depuis 1973. Cette chute est d'autant plus frappante compte tenu des fortes hausses tarifaires de Trump et de l'élargissement de l'écart des taux d'intérêt à court terme avec les autres grandes économies, des évolutions qui devraient normalement renforcer la valeur du dollar. Mais c'est exactement le contraire qui se produit. Il poursuit, je cite, « Un autre signe de l'effondrement de la confiance des marchés envers les États-Unis et la hausse de plus de 25% du prix de l'or au cours des 6 derniers mois. » Fin de citation. Et cela a été publié en juillet. C'était donc un ancien haut responsable du FMI dominé par les États-Unis qui s'exprimait là. Ce n'était pas un militant de gauche ou anti-impérialiste qui parlait de l'importance de la dédollarisation. Ce sont certaines des voix les plus mainstream de la finance et de l'économie qui le disent très clairement. Ils tirent la sonnette d'alarme en affirmant que la dédollarisation est là et qu'elle s'accélère. Et c'est pour cela que Donald Trump est si préoccupé. C'est pour cela que Trump est si effrayé par les BRICS qui poussent à la dédollarisation. C'est pour cela que Trump menace d'imposer des tarifs douaniers aux pays des BRICS. C'est pourquoi il essaie de punir le Brésil pour tenter d'en faire un exemple afin que d'autres pays ne suivent pas Lula dans sa quête d'un monde plus multipolaire, dans la dédollarisation, dans la remise en cause de l'Empire américain. Pour conclure, je veux revenir à cet article de Bloomberg que j'ai cité au début de cette analyse, intitulé « Les BRICS ne sont guère plus qu'un acronyme dénué de sens ». Il devient de plus en plus évident qu'il ne s'agissait que d'un moyen de se rassurer.
C'était du copium. Lorsque vous voyez ce genre de reportage dans les médias occidentaux, vous devez comprendre qu'ils remplissent une fonction de propagande. C'est une guerre psychologique destinée à convaincre les pays du Sud global que les BRICS ne sont pas importants, qu'on ne peut pas défier le dollar, qu'il est tout-puissant, que l'Empire américain sera là pour toujours, que son hégémonie ne pourra jamais être remise en cause. Mais en réalité, ce que nous voyons aujourd'hui, c'est le déclin de l'Empire américain et le développement rapide d'alternatives. Nous vivons un moment charnière de l'histoire, et il se passe constamment énormément de choses. Si vous voulez comprendre ce qui se passe dans cette transition mondiale vers un monde plus multipolaire, assurez-vous de vous abonner ici à nos reportages sur Geopolitical Economy Report. Merci de liker et de vous abonner. Merci de partager ceci. Je suis Ben Norton. Je suis le rédacteur en chef. Je tiens à remercier tout le monde de m'avoir rejoint aujourd'hui. Je vous dis à la prochaine fois.